Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux et heureuses d'ailleurs de vous accueillir dans notre webinaire, un webinaire qui vous propose des mises à jour et des informations sur un dernier projet du programme pour l'Afrique, un projet qui a permis la création d'un concept de preuve pour la réalisation d'une carte ouverte pour le réseau des archives en Afrique. Je suis très contente de vous recevoir avec à mes côtés Marianne Deraz, responsable des programmes ICA, Michel Elias, étudiant à la HEG, à la Haute École de Gestion de Genève, et bientôt diplômé des sciences de l'information, de la filière sciences de l'information. Sophia Dips, qui est là également, qui est stagiaire et qui a beaucoup amené à notre équipe. Très heureuse d'avoir cette belle équipe dynamique et motivée. Alors, on va commencer notre présentation. Notre webinaire va durer à peu près 1 heure. Euh, Vous aurez l'occasion d'agir et de réagir avec cette discussion en posant vos questions, vos commentaires à l'endroit dédié qui est le Q&R, hein, là où vous avez un question mark, là où vous avez le point d'interrogation en bas de vos écrans. Nous allons essayer évidemment de vous présenter l'essentiel de ce projet et nous souhaitons vous informer que cette présentation et cette discussion est enregistrée et elle est également disponible en anglais. Donc, grand merci pour l'aide et la présence de nos traductrices. Donc, sans plus tarder, nous avons l'idée de partager avec vous un peu de contexte, un élément important pour comprendre d'où est-ce que ça vient, ce projet, l'historique, quelques éléments contextuels de la fameuse Cora. Donc, Cora pour l'acronyme qui désigne Carte ouverte du réseau des archives en Afrique. Euh, donc, après quoi, on va vous expliquer un peu comment ça s'est développé cette carte, une démo très attendue en tout cas, et quelques éléments aussi sur la validité de cette démarche, comment on a pu collecter les données et ce qui a suivi évidemment comme étape pour présenter des informations valides, incluant les étapes de test, de consultation avec les collègues et la communauté qui nous a accompagnés un peu, mais aussi qui était très intéressé à suivre un peu ce projet. On ne va pas vous quitter sans vous parler des prochaines étapes et naturellement, on attend votre implication dans les prochains jours avec le lancement de la consultation publique autour de la carte. La carte sera ouverte, elle est déjà ouverte sur le site, la page du programme pour l'Afrique et votre contribution, vos retours sont vraiment les bienvenus. Alors, ça vient d'où? Donc, côté historique, alors, c'est pas quelque chose qui a pu se faire en 1 semaine ou en 1 année, ça a pris du temps. On va dire ça maturait et on a eu à réaliser ce projet selon plusieurs étapes et phases. Alors, l'aventure est partie depuis quelques années, je dirais. Maintenant, ça passe vite, hein, c'est 2021. On a commencé en septembre avec la rentrée scolaire 2021 avec les étudiants de l'HEG qui ont travaillé sur une étude de faisabilité. À l'époque, on avait l'idée de créer un registre d'experts ou un registre permet d'identifier, d'indiquer où est-ce qu'on peut trouver une expertise et des ressources sur comment faire des choses en archive, donc des guides, des normes, des choses qu'on peut avoir besoin dans notre pratique. Deuxième volet a pris la relève sans trop tarder à amener une belle contribution également. Et là, cette fois-ci, on s'est intéressé à l'analyse des besoins et des attentes dans le domaine des archives. Alors, ça a été réalisé par un sondage assez
euh, intéressant qui a amené vraiment un éclairage très, très pertinent, surtout au niveau des solutions existantes. Donc, en plus du sondage des besoins auprès de plusieurs partenaires et profils, nous avons également investi sur l'analyse comparative des solutions existantes qui pourraient nous aider à visualiser les données, à les identifier et à les partager. La collecte a pu être avancée en 2023, 24, toujours avec l'aide de nos jeunes étudiants qui ont beaucoup. Donc, chaque fois, il y avait donc des groupes différents, mais il y avait une volonté, une motivation qui nous a vraiment beaucoup soutenus et qui a beaucoup amené une contribution au niveau de l'avancement de ce projet. La collecte de données et la mise à jour des données qu'on a pu avoir les années d'avant, en particulier sur des sets de données spécifiques. Et cette fois-ci, on s'est focalisé sur quatre catégories de données. Les données sur les archives nationales en Afrique, localisation, site, information, contact, etc. Deuxième set de données a été autour des associations professionnelles. Troisième set de données était sur les institutions de formation, les universités qui enseignent l'archivistique, le records management et l'information management. Et le quatrième set de données, c'était en particulier dédié aux prestations privées. Donc, ceux qui proposent des services privés de consultation, de soutien, d'aide au niveau de l'archivage. Alors, la dernière année, et depuis décembre 24 jusqu'en mars, et cette fois-ci, deux stagiaires ont pris la relève de manière très courageuse. Euh, de l'HEG, deux stagiaires de l'HEG, mais aussi une stagiaire qui est là, Sophia, donc de l'ICEA, qui a aussi rejoint l'équipe pour se focaliser sur la réalisation et le test de la Cora. C'était pas possible non plus cette étape sans la fameuse étape très prenante qui est l'étape du nettoyage des données et qui était assez conséquente. Euh, alors, donc c'était un peu l'historique. Pour avancer, on veut vous partager un peu les développements de la carte. Donc, il faut rappeler juste avant d'avancer plus loin que, alors, on avait beaucoup d'ambition au départ, hein. Mais ce qui était constant, en tout cas, c'était cette volonté à vraiment explorer les outils de visualisation. Comme vous savez, le partage des données, puis de l'information, maintenant passe toujours et de plus en plus par l'image. Donc, l'information abrégée, qui est à partir d'un regard sur un écran ou d'une page. Donc, on aura vraiment l'information accessible assez rapidement. L'exploration des outils de visualisation était important. Donc, c'était notre premier objectif pour vraiment aller de l'avant pour cet objectif d'identifier donc les outils qui permettent de partager les informations de manière interactive, collaborative et aussi assez agréable au niveau de l'écran. Alors, l'idée enfin, vous voyez bien, donc le caractère interactif était un objectif depuis le départ. On ne voulait pas avoir un outil disponible sur une page qui va être consulté une fois ou quelques fois et on passe à autre chose. L'idée, c'était aussi d'engager les collègues, les partenaires du monde des archives, mais aussi en dehors du monde des archives, pour les impliquer, pour profiter de leur appui, leur information. Et naturellement, c'est quelque chose qui pourrait amener vraiment une visibilité intéressante pour nous. Alors, au niveau donc des données, on s'est focalisé sur les quatre sets de données que j'ai cités, donc les entreprises privées, les institutions de formation, les associations et les archives nationales.
Et puis, le choix, après une analyse comparative, s'est posé sur GoGoCarto, qui a été analysé parmi une bonne euh, douzaine, je dirais plus. En tout cas, pour l'analyse de la fin, c'était vraiment une analyse assez serrée, donc en se basant sur des critères qu'on a utilisés de manière générique, mais aussi de manière spécifique et customisé, on va dire, pour les besoins de l'ICEA, en voyant entre autres la compatibilité avec l'environnement numérique du site de l'ICEA, etc. La localisation, alors c'était pas difficile, donc on s'est basé sur l'Afrique et pour l'Afrique. Mais ça n'exclut pas du tout donc l'extensibilité de ce projet et son reproductibilité sur d'autres zones géographiques. Et en arrière-plan, j'avoue qu'on était un peu aussi avec cet intérêt de voir quelque chose une solution assez ouverte, assez facile à réaliser en dehors de la zone géographique africaine. On s'est intéressé donc, au niveau linguistique, donc il y a plusieurs zones linguistiques, même si on s'est focalisé uniquement sur la zone africaine. Donc, comme vous savez, en Afrique, aussi, il y a la diversité des dialectes, mais surtout les langues officielles, entre autres français, arabe, anglais et d'autres, enfin, portugais aussi. Et donc, ça, c'était un peu le challenge, à quel point on va. Mais pour l'instant, on est en train de répondre plus ou moins aux informations en anglais en France. C'est pas exclu de faire des extensions linguistiques dans les prochaines étapes. Alors, donc, pour le coût, alors ça, c'est toujours la question intéressante, que ça coûtait, comment on a pu faire ça. Alors, comme vous pouvez voir, donc c'était assez graduel, assez progressif. Donc, l'aide très précieuse qu'on a eue des étudiants. Et c'était quand même une approche gagnant-gagnant pour avoir aussi permettre aux étudiants d'explorer des problématiques avec des cas réels, donc des cas du domaine. Trois stagiaires au total, à peu près un poste pour donc plein temps pour une année, pour la dernière année surtout qu'on a eue sur le projet, qui nous a permis d'avoir Katharina, Elias et également Sofia. Donc il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de travail et engagement derrière ça, et c'est ce qui est aussi intéressant à savoir. Donc la collecte de données nous a permis vraiment d'avoir des données assez complètes. On a pu réaliser cette étape de collecte grâce à une collaboration très précieuse aussi avec le portail archivistique francophone international, c'est le PIAF, et aussi donc l'aide précieuse de l'École des chartes avec qui on a pu aussi recruter un prestataire pour compléter et mettre à jour les données concernant ces quatre sets de données. Donc, vous pouvez voir, ça nous a permis quand même de voir donc à quel point on a des intervenants pour chaque catégorie d'acteurs. Donc, pour les archives nationales, on est bien d'accord que la couverture est beaucoup plus parfaite, on va dire, par rapport si on le compare par rapport aux euh, les autres éléments de ce set de données. Alors, plus spécifiquement, donc, la Cora avait vraiment cette idée de travailler sur la visibilité des acteurs. Donc, les parties prenantes pour le domaine des archives ne peut pas donc éviter les quatre acteurs majeurs. Donc, on a toujours classiquement parlé d'archives nationales, et ou association, mais c'est pas seulement ça qui est vraiment déterminant pour le domaine des archives, c'est aussi les universités qui forment les professionnels, c'est aussi les prestataires privés qui offrent des services très complémentaires et nécessaires qui ne sont pas disponibles dans les institutions internes. Et ça a permis vraiment de cartographier ces acteurs.
L'idée était aussi de consolider le partage des connaissances sous forme de données ouvertes sans barrière. Et barrière, c'est un mot que vous connaissez très bien et qu'on connaît tous et toutes. Et les catégories de barrières, alors c'est très diversifié. Dans certains cas, on n'a pas les infrastructures ou bien les techniques et les expériences technologiques. D'autres, on n'a pas le droit d'accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles ou bien qui ne sont pas ouverts. Et naturellement, comme vous le savez tous, il y a pas mal de ressources qui passent par la voie de la rémunération, enfin, la voie pécuniaire. Donc, c'est vraiment pas des données assez faciles à avoir. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment se focaliser sur un logiciel libre. On voulait avoir la carte avec l'idée dès le départ de partager les données, quel que soit le potentiel utilisateur, sans les bloquer avec le membership ou bien des caractéristiques ou bien des critères et aussi en expliquant tout ça pour comment fonctionner naturellement avec la carte et pour l'enrichir. Ça, c'est avec une documentation et des informations très, très complémentaires pour y arriver. Alors, l'idée aussi, c'était de voir comment proposer quelque chose qui ne sera pas un produit fermé et local et très spécifique à une communauté ou un groupe au sein de l'ICA. C'est aussi l'idée d'inspirer et d'échanger avec d'autres euh, publics potentiels, et inspirer d'autres à reproduire ces initiatives, moyennant évidemment des adaptations, ça va de soi, à cause de l'aspect linguistique ou bien des pratiques spécifiques ou bien la nature des ressources. C'est pas le problème, mais les adaptations pourraient éventuellement aider à partager mieux et plus ce genre d'initiative. Voilà, donc Marianne, je t'invite à poursuivre un peu sur comment retrouver la carte. Très bien, merci beaucoup Basma. Alors effectivement, la dernière phase de ce projet, ça a été l'implémentation de la carte sur le site internet de l'ICA. L'idée, effectivement, le but, comme tu l'as dit Basma, c'est de maximiser la visibilité de la carte, de l'outil, et également de pérenniser l'initiative pour que tout le monde puisse y avoir accès pour les années à venir. Donc, la carte est maintenant disponible sur le site internet de l'ICA, la Cora. Donc, si vous allez sur Programme professionnel, dans les pages du programme pour l'Afrique, vous retrouvez la carte ouverte pour le réseau des archives en Afrique. Et de cette page que vous voyez actuellement à l'écran, et vous avez également le lien hypertexte qui est ajouté, vous avez accès effectivement, vous pouvez explorer la carte, vous pouvez également contribuer et vous pouvez également réutiliser les données qui sont disponibles. Mais effectivement, je pense que on vous a parlé de tout enfin, du projet, de la genèse. Je pense qu'il est temps de passer à la démo, effectivement, pour que vous puissiez voir effectivement tout le travail qui a eu lieu et tout le potentiel de l'outil. Et donc, je vais me tourner vers Elias qui, donc, avec l'équipe étudiante du projet, a vraiment développé le prototype. Et Elias, je voudrais te demander, est-ce que tu pourrais nous présenter la carte elle-même, notamment les types de données qu'on peut y trouver et les filtres qu'on peut utiliser pour faire des recherches sur cette carte? Oui, bien sûr. Donc, voici la carte. Chaque icône représente un type de stakeholder, si on veut, une institution. Il existe quatre grandes catégories d'institutions sur la carte. Premièrement, les training institutions, qui sont les établissements de formation. Ça regroupe les universités, les écoles offrant des programmes en archivistique, bibliothéconomie et sciences de l'information. Cela peut être une école spécialisée ou juste un programme universitaire. Ensuite, on a les National Archives. Cette catégorie regroupe les institutions publiques en charge de la gestion des archives nationales, étatiques ou gouvernementales.
Ensuite, on a les private companies, ce sont les entreprises privées proposant des services liés aux archives, donc conseils, gestion documentaire, solutions spécialisées, numérisation, etc. Enfin, on a les organisations professionnelles œuvrant pour le développement des archives et des bibliothèques, c'est-à-dire des associations, des réseaux, des groupes de travail. Elles peuvent organiser des conférences, publier des recherches ou mener des actions de plaidoyer. Pour filtrer les éléments, il suffit juste de cliquer sur les catégories dans le menu de gauche. Des filtres supplémentaires sont aussi disponibles. Par exemple, on peut filtrer par pays, par langue utilisée par l'institution. Voilà. On a aussi on dit les aires d'expertise, donc des spécialisations. Ça peut être numérisation, audiovisuel, records management, etc. On peut filtrer par niveau de diplôme délivré par les institutions de formation. Et enfin, on peut aussi filtrer par branche régionale de l'ICA. Ensuite, lorsque vous cliquez sur une des icônes, une des institutions, une infobarre s'affiche à droite. Ouais, sur une des icônes. Non, pas exactement. Alors, oui, on a aussi dans le menu des informations sur le projet. Puis sur les partenaires, il y a aussi un guide utilisateur. Donc voilà. Puis si on clique sur une des icônes, on verra une infobarre qui affiche aussi une section About, donc avec les informations générales, une section localisation pour localiser l'institution sur la carte et une section, voilà, une section contact pour contacter l'institution. On peut aussi également ajouter l'institution aux favoris, ce qui permettra ensuite de filtrer la carte pour afficher uniquement les institutions favorites. Et enfin, si la vue en carte ne convient pas, on peut aussi passer en vue de liste et on aura tout en vue sous forme de liste. Euh, Merci beaucoup, Elias, pour nous avoir montré, nous fait le tour de la carte et pour nous avoir montré un petit peu comment est-ce qu'on peut l'explorer. C'est vraiment un très très beau travail que vous avez réalisé. Et vous avez aussi développé, du coup, dans ce prototype, l'idée c'est aussi un outil collaboratif. Et du coup, je voudrais demander effectivement, savoir comment, si une personne veut contribuer à la carte, ajouter de nouveaux points. Donc, je me tourne vers Sophia pour lui demander, est-ce que tu peux nous montrer comment on crée un compte et comment on ajoute une institution, un point, une donnée, par exemple? Alors, Sophia, il me semble que ton micro n'est pas allumé. Je suis vraiment désolée. Pardon, merci pour ta question, Marianne. Oui, bien sûr, c'est très simple. Pour créer un compte, au haut de l'écran, vous verrez un bouton Login. Vous pouvez cliquer dessus, puis vous aurez le choix entre vous connecter si vous avez déjà un compte ou en créer un, on clique sur Sign Up. Ça veut dire s'inscrire. OK. Et puis, il faut ensuite remplir cette page courte avec vos informations. Vous pouvez aussi choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir le newsletter qui contiendra des informations sur les nouvelles contributions et d'autres actualités utiles. Oui. Alors, après avoir cliqué sur Save, vous cliquez sur Send et puis vous recevrez un email avec un lien d'activation. Il faut cliquer sur ce lien pour activer votre compte, bien sûr. Mais il arrive souvent que cet email arrive dans votre dossier spam. Oui, faire attention et alors pensez au vérifier. OK.
Euh, Pardon, 2 secondes. OK. Et puis, une fois que votre compte est activé, vous pouvez login, vous pouvez connecter ici. Et puis, c'est très simple, vous cliquez sur Add a Stakeholder. Et il faut alors remplir le formulaire. Il est en réalité assez court, même s'il peut paraître long à cause des différentes options proposées, comme les pays, les langues, etc. Mais c'est très simple. Et toutes les questions marquées d'une étoile sont obligatoires. Oui, par exemple, encore le type de ressources, etc. Et en général, en gros, le formulaire est organisé par type d'institution. En gros, plus vous ajoutez d'informations, plus la ressource sera utile pour tout le monde. En particulier, les coordonnées d'institutions, c'est très important pour les recherches et pour nous. Et aussi, la dernière question est importante parce que peut-être vous n'êtes pas affilié directement à l'institution que vous ajoutez, mais vous pouvez de tout de même l'informer. Voilà, notify the stakeholder. Et puis, une fois que vous avez terminé, cliquez sur Send, puis il faudra attendre que la fiche soit validée. Et voilà, vous recevrez un email de validation. Et comme vous voyez, c'est très simple, c'est très court, voilà. Merci beaucoup, Sophia, pour cette présentation. Euh, Basma, aurais-tu des questions de ton côté? J'ai un problème d'affichage. Juste si tu veux passer la question, juste je règle mon problème Très bien. technique. Alors, Désolée. moi j'ai une question effectivement pour Elias. Pour savoir effectivement, donc on a créé un compte contributeur, on a proposé un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a un compte contributeur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Ah oui. Alors en tant que contributeur, on peut participer activement à enrichir et améliorer la carte. Alors on peut notamment ajouter des nouveaux items comme montré avant via le bouton Add an item et grâce au formulaire. On peut aussi participer à la modération collaborative, c'est-à-dire on peut voter pour valider ou refuser des items en attente ou aussi suggérer des modifications sur les items existants. Ensuite, dans l'espace MySpace, on peut voir les items que on a ajoutés dans My Contribution. Ouais. On peut aussi voir les votes qu'on a réalisés dans les votes. Et enfin, le statut de rapport qu'on a soumis sur d'éventuelles erreurs. Enfin, ce n'est pas possible de le montrer là, mais on peut également demander la propriété d'un item, c'est-à-dire si on représente une institution listée, on peut demander à en devenir le gestionnaire, le propriétaire. Également, on reçoit une newsletter automatique toutes les 2 semaines qui résume les nouveaux items ajoutés dans la région et elle nous invite à voter dessus pour contribuer à la qualité des données. Merci beaucoup, Elias. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat et dans le Q&A. Donc nous, en fait, l'idée, c'est que nous puissions répondre à ces questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à surtout mettre les questions que vous avez, les rajouter dans la section Q et R, voilà, questions-réponses, avec le petit icône point d'interrogation et on sera ravis de pouvoir passer un peu plus de temps dessus. Euh, Peut-être que je peux continuer avec la dernière question, effectivement, que je voudrais poser à Sophia. Sophia, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents rôles que l'on peut jouer en tant que contributeur, enfin, voilà, pour être actif pour pouvoir contribuer à la carte?
Oui, merci, merci encore pour ta question. Alors, il y a trois rôles principaux sur la carte. Premièrement, il y a le rôle d'administrateur, admin. Et si vous êtes administrateur, vous avez accès à toutes les contributions qui sont soumises sur la carte. Vous pouvez modifier l'interface, voilà, ajuster certains paramètres. Et aussi, vous avez la possibilité d'approuver immédiatement les nouvelles propositions d'ajout. Mais pour devenir administrateur, il faut être sélectionné par les développeurs comme Basma ou comme l'équipe d'Alicia, comme Marianne. Pourquoi? Parce que c'est un rôle que nous réservons à un petit nombre de personnes de confiance, parce qu'il demande une certaine responsabilité dans la gestion de l'outil. Deuxièmement, il y a, comme on a déjà parlé, le rôle de membre vérifié ou de stakeholder vérifié. Et voilà, comme on a déjà discuté, une fois que votre compte est vérifié, vous avez la possibilité de participer à la validation des nouvelles entrées. Concrètement, cela signifie que vous pouvez voter oui ou non pour approuver ou pour refuser des soumissions. Franchement, c'est un aspect essentiel car cela permet à la communauté de participer activement à la gestion collaborative de la carte. Mais Elias a déjà présenté en détail les autres avantages liés au statut de membre vérifié, donc je ne vais pas revenir sur ces points, mais juste, oui, pour vous montrer, voilà, pour voter, soit reject, soit accept. Mais si vous dites non, il faut donner justification. Voilà, et finalement, il y a le rôle de visiteur ou de personne non inscrite, parce que même sans compte, vous pouvez naviguer sur le site et consulter les informations disponibles. Vous pouvez explorer les stakeholders présents sur la carte et utiliser les ressources pour vos recherches. Euh, en tant que visiteur, vous avez également la possibilité de proposer l'ajout d'un stakeholder. Cependant, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités supplémentaires réservées aux membres, comme le vote. C'est pourquoi nous encourageons vraiment les utilisateurs à créer un compte. Cela permet non seulement d'accéder à plus de fonctions, mais aussi de participer activement à la vie de la communauté de Cora et d'en renforcer les qualités collectives. Euh, du coup, voilà, je pense que ça, c'est le fin de la démo. J'espère qu'elle a été informative et intéressante pour tout le monde. On a quelques questions. Si vous voulez, on peut entamer un peu donc le retour par rapport à ça. Alors, donc une suggestion de Aïda qui propose d'aller directement avec le nom Cora Map à la place de Map. Alors, tu lis presque dans nos pensées, ça sera fait, parce que c'est récemment et fraîchement nommé Cora. Donc, les modifs suivront, merci. Will it be possible to add collections? Alors, Annabelle, oui. Ça pourrait être dans les développements futurs et ça pourrait prendre clairement, ça pourrait se faire via les filtres, les types de ressources. Pour l'instant, on n'a pas cette option, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement donner des évolutions pour les prochaines étapes. Donc, pour rappel, nous avons ici un POC, donc un Proof of Concept, et ça suivra très certainement avec les prochaines étapes, et je parlerai un peu plus avec Marianne des prochaines étapes dans quelques instants. Euh, Aussi la question de Quentin qui veut savoir si on peut raffiner une fois qu'on a introduit les informations dans le compte, à l'ouverture du compte. Euh, alors oui, c'est quelque chose qui est possible. Donc updater les données
du participant ou du contributeur, le titulaire du compte, c'est possible et c'est clairement quelque chose d'apprécié et qu'on va recommander fortement pour avoir toujours euh, des informations à jour. Euh, il y a une question sur les types de données qui peuvent être donc partagées dans cette carte. Alors pour l'instant, on a les 4 sets de données, donc les informations et précisions, éventuellement corrections aussi sur les coordonnées des archives nationales dans un pays, des informations sur les programmes de formation, donc au niveau universitaire, et donc d'autres formations évidemment dans le domaine. Comme vous savez, c'est toujours une information très sollicitée. Donc, où est-ce que je peux faire un master, où est-ce que je peux me spécialiser dans le domaine? Et donc, c'est pas toujours une information facile à atteindre. Information sur les associations, je veux être active, je veux contribuer, je veux être vraiment impliqué dans l'associatif de notre domaine. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver les contacts des associations? Sans oublier donc le secteur privé et les prestataires privés à qui je me tourne si j'ai besoin d'une prestation, une expertise sur telle ou telle question dans mon institution. Une question intéressante et sans surprise, l'extraction des données à partir de la carte. Alors pour l'instant, on propose donc les sets de données euh, au niveau de la page de la carte. Piocher directement de la carte, c'est pas tout à fait tout de suite possible, mais je pense que c'est faisable. Donc vu le travail de nettoyage qui a été réalisé, je pense que les sets de données sont très très donc, exploitables plus tard. Alors, je ne garantis pas et je ne confirme pas tout de suite le download à partir de la carte. Par contre, les sets de données sont bientôt disponibles sur la carte. Et c'est quelque chose qui est en train d'être exploré pour pouvoir justement le partage, pour aller de l'avant avec le partage direct. Alors, je- il y a un flux de questions qui arrivent. N'hésite pas, Marianne, de Je me prendre. demandais si peut-être on pourrait euh, terminer la dernière partie et revenir sur les questions Tout à fait, tu à as la raison, fin. le temps file, oui. Très bien. Donc, effectivement, moi, juste un petit résumé de l'outil GoGoCarto qui est utilisé et qui nous a permis effectivement d'adapter enfin, cette Cora, donc la carte ouverte. Je pense que voilà, il y aura toutes les informations sont disponibles sur le site internet sur l'intérêt de cet outil que Basma a bien détaillé au début de cette présentation. Et je voulais vous parler un petit peu plus de la partie concernant les tests, parce qu'effectivement, avant d'implémenter la carte sur le site internet, nous avons eu toute une phase de test euh, et nous voudrions effectivement pouvoir enfin, vous donner quelques informations sur les retours utilisateurs que nous avons eus. Je vais être rapide parce que je vois qu'il y a plein de questions, donc voilà, je ne veux pas prendre trop de temps sur cette partie-là, mais elle est importante pour vous dire effectivement que nous avons donc effectué plusieurs phases de test. Une première phase appelée closed testing, qui a été une phase de test avec les personnes qui ont développé la carte à différents niveaux, qui a permis effectivement de résoudre un certain nombre de bugs, améliorer un certain nombre d'éléments, notamment sur la présentation de la carte, le rendu visuel de la carte par rapport au- à l'identité visuelle de l'ICA.
La deuxième phase, c'était une phase de restricted testing ou phase de test restreinte à un certain nombre de personnes qui venaient d'horizons différents et tous intéressés par la carte, qui nous ont fait des retours qui ont été très importants pour comprendre effectivement l'expérience utilisateur sur la carte. Et une troisième phase, et une troisième phase que nous ouvrons effectivement aujourd'hui et nous aimerions que vous puissiez y participer pour nous donner encore plus d'informations sur les retours utilisateurs pour que nous puissions améliorer sans cesse la carte. Voilà, en ce qui concerne les tests, les retours utilisateurs que nous avons eus, ils ont été très bons sur la partie de la navigation, la disposition générale de la carte qui semble être quand même un outil facile à utiliser. On espère que vous le trouverez facile à utiliser et également plusieurs testeurs. Donc, un certain nombre de questions qu'on a vu passer, mais plusieurs testeurs ont dit d'eux-mêmes se sont posé la question d'eux-mêmes de la reproductibilité, de l'adaptabilité de cette carte. Et bien évidemment, c'est un des points que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui. C'est l'intérêt et c'est l'un des buts de ce projet. Nos sincères remerciements à tous les testeurs, toutes les personnes qui ont été consultées dans cette première phase de test, euh, qui nous ont donné leur avis, qui nous ont donné leurs commentaires, qui nous ont donné de leur temps. Voilà, donc vous avez effectivement les noms des personnes qui ont pu y contribuer. Et encore une fois, on veut recevoir plus d'informations de votre part, donc n'hésitez pas à vous aussi contribuer, à vous aussi donner votre avis. Petite chose également sur donc cet outil, comme je le disais tout à l'heure, que les messages qui ont été reçus, c'est un outil qui a pour vocation d'être réutilisable. Et effectivement, tous les documents associés pour l'adaptation, pour le projet, sont aussi également disponibles, notamment les documents indiqués ici, le workflow, les guides administrateurs, modérateurs, etc. Je laisse la parole à Basma pour nous en dire plus. Bah, c'est-à-dire que pour être en cohérence avec notre objectif de partage et cette motivation de vraiment permettre à d'autres à mener ce genre d'initiative, on voulait vraiment travailler sur la documentation avancée de tout ce qui a été fait. Et là, c'était aussi était très nécessaire pour nous, comme on intervient de, depuis, avec plusieurs aussi perspectives. Il y a la perspective technique, il y a la perspective archivistique, il y a l'aspect utilisateur et comment on voit ce genre de service, on va dire, fonctionnel et viable. C'était important de toute façon d'aller avec une documentation assez rigoureuse, assez pensée dans le sens de partage et reproductibilité. Le design des processus et de comment la carte fonctionne est déjà documenté et visualisé avec des représentations graphiques, etc. Et la précision des rôles et responsabilités qui a aussi été discutée, testée, évaluée pour être validée de manière solidaire donc entre l'équipe HEG et l'équipe ICA. Et après quoi, on a vraiment demandé à nos étudiants d'aller de l'avant avec la documentation précise de ces rôles et responsabilités. Les guides qui découlent des rôles et des responsabilités décidées, c'est le guide de l'administrateur qui explique bien les fonctionnalités. On n'a pas tout non plus activé dans les fonctionnalités GoGoCarto. Il y en a beaucoup. Ce qu'on a choisi, ce qui répondait à ce que nous voulons faire et nous voulons proposer avec un travail à maintenir et qui sera viable viable donc grâce à une modération, une disponibilité aussi. On a évalué aussi et estimé l'effort à mettre pour
du côté du Conseil international des archives, comment maintenir, comment faire vivre et développer la carte. Et puis, évidemment, l'utilisateur, notre finalité, c'est d'expliquer de manière très euh, simple, très directe, assez cohérente et claire et logique comment engager un utilisateur potentiel. Donc, en expliquant les fonctionnalités, donc les opportunités, comment y aller, comment intégrer et agir et interagir avec la carte, y compris évidemment le guide de remplissage de la base de données, et là en expliquant comment contribuer en ajoutant les informations. Il y a un formulaire qui a été beaucoup pensé dans ce sens-là, un inventaire, pardon, le formulaire était calqué sur les sets de données déjà en place, et donc l'ambition c'est de développer, de corriger, de préciser les données que vous avez vues au niveau de la carte. Il y a naturellement tout ce qui est communication, réaction de la part des participants passe également par la messagerie. Donc il y a tout ça qui a été mis en place. Donc les messages de courrier et de notification pour maintenir un contact assez fluide, assez fonctionnel avec les utilisateurs également. Alors, les prochaines étapes, donc comme promis, donc on voudrait vraiment améliorer le travail réalisé. Nous avons l'ambition donc de travailler en premier lieu sur le processus d'export de données, justement pour répondre à la question de l'exportation des données depuis la carte. Aussi d'autres aspects donc, qui vont être améliorés à la lumière donc, de l'analyse euh, donc des données qui vont être collectées lors de la consultation que nous souhaitons lancer aujourd'hui. Vous avez déjà un appel au retour et aux contributions, un sondage en ligne qui sera ouvert aujourd'hui, qui est ouvert et qui sera donc clôturé en juillet 25. Le QR code va apparaître dans la dernière slide, sauf erreur, ou l'avant-dernière slide. Et on compte beaucoup sur vous. C'est quelque chose d'assez crucial et on a bien vu l'importance des retours lors de la première consultation restreinte. Dans les prochaines étapes, il y a également la partie, enfin, nous voulons également pouvoir partager ces informations. Donc, nous partager d'une part les sets de données originelles, donc qui ont été créés, enfin, qui ont été centralisés pour pouvoir créer cette carte et au moins effectivement sur le site internet pouvoir donner accès aux données nettoyées qui sont actuellement celles qui sont la base de la carte de Cora. Mais également, donc, on pense à d'autres moyens de pouvoir permettre aux utilisateurs de réutiliser les données dans de prochaines étapes, effectivement, peut-être de manière un peu plus facile. Nous voulons également donc partager l'expérience, partager les connaissances, les compétences qui sont développées dans ce projet avec d'autres et notamment c'est pour cela que nous mettons à disposition également les guides utilisateurs et les informations concernant le projet pour que si des parties prenantes souhaitent effectivement adapter ou discuter effectivement de cet outil, ces informations soient disponibles également. Alors, comme toute initiative ou comme tout projet, hein, on a besoin de promouvoir et donc de parler de cette initiative pour mobiliser les collègues, les parties prenantes à amener leur contribution, à nous aider à voir mieux et plus grand. Et donc, on va vraiment investir dans la promotion de la carte
pour évidemment, comme déjà le montre et le démontre la nature même de cette carte, ça se base sur l'aspect collaboratif. C'est pas quelque chose qui resterait pour le programme pour l'Afrique uniquement. C'est avec les parties prenantes qui sont bien représentées déjà au niveau des sets de données qu'on a. Nous souhaitons vraiment aller vers les autres partie prenante de l'ICA, mais aussi en externe. L'expérience a démontré clairement que les archives et le contexte des archives intéressent de plus en plus des acteurs en dehors des partenaires classiques. Une dernière discussion avec des collègues par exemple, d'une organisation internationale qui est établie sur plusieurs sites un peu partout au monde, entre autres en Afrique, qui cherchait à regarder comment récupérer les contacts des archives d'un pays africain. En discutant, on a dit, bah, nous, on a les données et c'était une discussion assez amusante de voir quand même le monde, enfin, les partenaires moins habituels de l'ICEA ou bien du monde des archives pourraient avoir besoin de ce genre d'informations qui, comme vous le savez, toute information a besoin d'être à jour, disponible avec la qualité attendue et nécessaire. Ce travail, clairement, n'a pas pu être fait sans la précieuse collaboration de nos partenaires habituels, mais pas seulement. Nous avons vraiment mené ces projets, ce projet qui s'est étalé sur plusieurs années grâce au travail fait en partie par la section africaine du fameux projet Enterprise Trust AI qui ont déjà, dans les phases précédentes du projet, ont pu réaliser cette collecte de données au niveau, par exemple, des universités en Afrique. Nous avons eu aussi à l'ICEA, donc à la section des associations professionnelles, aussi quelques éléments sur les associations. Et donc, cette collaboration a pu aussi s'établir avec la même motivation, avec les mêmes attentes grâce à l'équipe d'Archilab, à la HEG, à la Haute École de Gestion de Genève, où on a pu motiver les étudiants sur plusieurs années, mais aussi les assistants HES qui travaillent actuellement, puis qui ont travaillé à l'HEG, à Archilab, nos partenaires, évidemment, le Portail international archivistique francophone, qui a soutenu notre travail, qui s'est engagé également à faire beaucoup donc d'excellentes contributions avec l'Association internationale des archives francophones, aux côtés évidemment de l'École nationale des chartes. Clairement, le travail était possible grâce au travail euh, excellent et très, très apprécié, avec une disponibilité, une motivation qui n'a pas lâché le projet du tout. Les étudiants sur plusieurs années, donc Vasco, Laureline, Anthony, Camilla, mais aussi les étudiants de la dernière volée, Caroline, donc Elias, euh, et puis Katerina et donc Mita et Salama aussi, qui ont contribué depuis la Suède, la Sorbonne University, euh, donc à l'occasion d'une mobilité et donc au sein de l'HEG. Euh, un merci particulier à Katharina qui passe son examen aujourd'hui, qui n'a pas pu joindre la présentation aussi pour son travail impeccable avec Michel et Sophia qui a rejoint tardivement le projet mais qui a vraiment amené une belle contribution. C'est quelque chose qui mérite d'être cité ici et vraiment bravo. Euh, voilà, donc c'est l'équipe, un peu en image, comme ça vous aurez aussi les noms et les têtes des personnes qui ont contribué. Donc encore merci pour la belle énergie que vous avez amenée avec l'équipe
de l'ICEA, donc Marianne et Clémence qui étaient vraiment très engagées et qui ont soutenu le projet malgré les agendas très remplis de chacun et de chacune. Voilà, un grand bravo. Alors, il faut pas rater cette slide. Donc, là, il faut vraiment rester sur cette étape comme ça pour que tout le monde puisse scanner l'accès et le lien vers le sondage qu'on vous propose. Donc, votre avis est capital pour nous, pour qu'on puisse vraiment amener les correctifs, les ajustements et améliorer le produit que vous avez vu en démo et clairement, donc votre contribution est majeure à ce niveau-là. Encore un petit rappel, le lien vers la carte directement est en dessous de donc du QR code ici. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment aller tester, nous dire et puis nous faire votre retour. C'est très volontiers et très apprécié. Alors, je crois que les informations, le lien vers la carte et le lien vers le sondage sont également disponibles dans le chat. Oui. Il nous reste quelques minutes pour peut-être répondre à une ou deux questions concernant que vous nous avez posées. Euh, Peut-être que, enfin, déjà en ce qui concerne, je peux peut-être répondre à une question concernant la possibilité d'inclure différents types d'institutions, notamment partis politiques. J'ai vu d'autres questions dans la même idée. Euh, Toutes les contributions sont bonnes enfin, si vous avez des contributions à faire, n'hésitez pas à faire ces contributions sur la carte. Après, ça sera une question, enfin, c'est toujours, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir des contributeurs, des gens actifs euh, pour pouvoir améliorer, enrichir cette carte. Il y a également une question qui est liée. La question est, avez-vous prévu une stratégie pour la mise à jour des données? Comptez-vous principalement sur la collaboration de différents utilisateurs? Je peux commencer peut-être à répondre et Basma à poursuivre. Effectivement, nous comptons sur la collaboration des utilisateurs, des personnes qui sont intéressées pour contribuer. C'est notamment l'intérêt effectivement de créer un compte sur la carte et nous avons vraiment besoin de vous pour pouvoir enrichir cette carte et contribuer à la mise à jour des données. Basma, si tu as des éléments complémentaires. Alors oui, très volontiers. Effectivement, donc l'explication qu'on a eue avec la démo prévoit principalement, qui a montré principalement cette voie, donc la contribution des nouvelles informations ou bien des corrections, propositions de correction et des ajustements ou précisions ou compléments d'informations existantes. Il y a tout un système de vote également qui ajoute quand même une dimension de qualité et de garantie sur la véracité des informations. On estime que le sens commun irait quand même sur la convention autour d'une information exacte. Ceci n'exclut pas la modération. Donc, il y a tout un travail de modération. Donc, la mise en publication de l'information passe toujours par cette modération. Et évidemment, si on est plusieurs sur la carte, avec le réseau qu'on a et puis le positionnement assez central de l'ICA, on est en mesure d'avoir des informations en cas de doute, de valider avec les autres instances, soit le FAN, par exemple, pour les archives nationales, ou bien les autres sections au niveau des associations, etc., pour amener vraiment les validations nécessaires. Juste la question par rapport à est-ce qu'on peut ajouter des collections d'archives, ça pourrait être vraiment parmi les ressources et dans les filtres, effectivement, c'est prévu d'avoir des ressources en dehors de ces quatre sets de données.
Et d'ailleurs, tout le travail préparatoire a été assez soucieux de garantir l'interopérabilité de la carte avec le centre de ressources de l'ICEA qui héberge autour de 500 ressources pour l'instant, sinon plus. Ce qui est affiché, c'est 300 et quelques, je pense, mais au niveau du réservoir des données, c'est vraiment assez généreux comme contenu. Et donc, c'est quelque chose qui irait dans ce sens en profitant des filtres déjà existants et des catégories déjà existantes au niveau de la carte des ressources de l'ICEA. Je tiens à remercier tous ceux qui ont proposé des ajustements ou des éventuellement modifications qu'ils voient intéressants d'amener. Sachez que tout ça, on va le prendre avec beaucoup de soin pour vraiment analyser encore. On a déjà un premier lot de propositions qui va nous occuper le temps que vos retours et vos commentaires atterrissent dans le sondage que nous souhaitons ouvrir jusqu'à en juillet. Très volontiers, si on peut afficher encore le QR code, ça sera magnifique avec le dernier mot de remerciement. Parfait, merci beaucoup, Sophia. Je pense qu'on arrive tranquillement à la fin. Donc, encore merci pour votre appui, votre intérêt, votre participation. Euh, Vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Continuez seulement à nous fournir ce genre d'appui. Oui, merci beaucoup pour Toutes et à tous. votre Encore accueil. merci pour Marianne, pour Elias Mm, mm. et ICA de manière générale. Merci encore.